Vénus sur la chaîne Astronature 49. Alors bien que nous n'avons pas pu nous réunir tous ensemble pour notre émission, en raison, comme vous le savez, des conditions actuelles qui prennent de l'ampleur en ce moment, eh bien, nous utilisons tout de même d'autres moyens, comme vous pouvez le constater. Nous enregistrons notre émission par visioconférence, et comme ça nous permet ainsi d'éviter tout danger pour continuer d'être en bonne santé. Alors, dans nos éphémérides de ce mois-ci, nous allons parler de quelques événements, alors notamment de l'opposition d'un astéroïde, mais aussi de la pluie d'étoiles filantes des Lyrides. Puis, comme à l'accoutumée, nous vous informerons de la visibilité des objets du ciel et ferons un point sur l'activité du Soleil, pour ensuite finir sur la photo du mois que nous présentera Mathieu. Alors tout d'abord, merci à tous les deux d'être présents, Pascal et Mathieu, je vous souhaite la bienvenue. Et même si c'est à distance pour cette émission. Et sans plus tarder, nous allons commencer par cet événement du 2 avril, à savoir l'opposition de l'astéroïde Junon. Donc Junon, comme on va le voir par la suite dans cette émission, va être observable donc toute la nuit. Alors, Mathieu, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette opposition? Déjà, où peut-on l'observer, Junon? Voilà, c'est ça. Donc, comme tu le mentionnais tout à l'heure, qui dit opposition dit visibilité toute la nuit, à ce moment-là, et même pendant un bon petit mois, là. Donc, c'est à observer à partir de 2 h du matin, histoire de la voir passer au méridien local. Donc, c'est-à-dire que le méridien local, c'est un point où un astre va être au plus haut dans le ciel. Donc c'est toujours mieux quand on observe n'importe quel astre. 2 h du matin, donc ça veut dire que c'est en pleine nuit. Et Junon, elle est actuellement donc en pleine constellation de la Vierge. Elle passe assez près de l'étoile Minélova, qui est une étoile de 3e magnitude. Et de magnitude 9,5, Junon sera malheureusement impossible à voir à l'œil nu et difficile avec une paire de jumelles. Même avec un télescope, elle va se fondre un peu dans le décor et il faudra une mise en station pointilleuse et une bonne carte du ciel pour la dénicher. Bon, il n'y aura rien de spectaculaire, un astéroïde ça reste une toute petite étoile de très faible luminosité, mais c'est pour le principe de voir un astéroïde. Et oui, pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de voir un astéroïde, c'est ici la chance de pouvoir en observer. Alors le 3 avril, c'est Vénus qui rend visite aux Pléiades. Alors là, on a Vénus qui est la sœur de la Terre, et les Pléiades, qui on le rappelle, ce sont 7 sœurs. Alors, Mathieu, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette rencontre entre les deux? Et déjà, où peut-on l'observer dans le ciel? Voilà, c'est ça. Donc Vénus, elle va passer dans l'amas, tout près de l'étoile Mérope. Donc ça va être assez spectaculaire. L'amas des Pléiades va avoir une étoile supplémentaire. Et alors une étoile de taille, parce que Vénus, c'est, on le rappelle, en ce moment, l'étoile la plus brillante du ciel. Mais c'est pas une étoile, c'est une planète. L'étoile du Berger. Voilà, oui. on la surnomme comme ça autrement. C'est ça. Donc c'est à observer à partir de 21 h, donc si on se situe dans l'ouest de la France. Et à partir de 20 h 15, si on se situe dans l'est de la France, puisqu'il y a un petit décalage, le soleil ne se couche pas tout à fait à la même heure selon qu'on soit à l'est ou à l'est de la France. Et puis c'est observable jusqu'à minuit, côté ouest de la France, et sur la façade est de la France, jusqu'à 23 h 30. Voilà, si le site d'observation est dégagé, bien entendu. Alors, Vénus et les Pléiades, c'est observé bien entendu à l'œil nu. Aux jumelles, on arrivera à mieux résoudre les étoiles de M45, l'autre nom des Pléiades. Et au télescope, jetez un coup d'œil à la phase de Vénus, qui sera à ce moment-là de 45%. On vient de quitter l'élongation maximale de Vénus. Et en se baladant dans l'amas, et oui, parce que l'amas des Pléiades, c'est très joli à observer aux instruments. Donc, c'est une observation que je vous encourage à faire. Voilà. Peut-on faire de la photo? Oui, bien sûr. Alors, si on veut faire la photo, là, c'est relativement facile, j'ai envie de dire. Il vous suffit d'avoir un petit réflexe, au mieux, avec un objectif de 50 mm d'ouverture, en ne dépassant pas donc 15 secondes de pause pour 1600
ou 3200 ISO voilà, de sensibilité, à condition bien entendu que le ciel soit noir et selon les paramètres de limite de votre appareil. Alors, si maintenant vous faites de la photo au télescope, eh bien, il faudra systématiquement une focale du télescope qui soit inférieure à 1000 mm. Pourquoi? Pour pouvoir avoir l'amas des Pléiades dans son ensemble, et avec Vénus, bien entendu. Voilà, parce que sinon, au-delà de 1000 mm, l'amas des Pléiades déborde du champ, et ça sera un peu moins spectaculaire, j'ai envie de dire. D'accord, merci pour cela. Sinon, le 4, Mercure croise Neptune. Alors là, on a quand même un contraste de luminosité. Enfin, on peut dire oui, mais Mercure c'est la plus proche du Soleil et Neptune c'est la plus éloignée. Alors, peut-on savoir un peu plus sur cet événement? Oui, ça va être une observation très difficile. Pourquoi? Eh bien parce que les deux astres se lèvent à 6h30 du matin, alors dans l'est de la France. Ça fait 6h45 sur Paris. Or, 3/4 d'heure plus tard, le Soleil se lève. Donc ça ne laisse pas beaucoup de temps pour les observer, d'autant que c'est des astres qui sont peu lumineux. La lumière de l'aurore sera dans tous les cas beaucoup trop forte pour tenter de les pointer, même sur un site ultra dégagé et avec un bon télescope. Voilà. Rappelons que Neptune n'est pas observable à l'œil nu et que Mercure, ça va être assez difficile, en tout cas avec les conditions. Oui. Le 22, c'est le maximum de la pluie d'étoiles filantes des Lyrides. Alors pour cet événement, je vais me tourner vers Pascal et te poser quelques questions. Alors déjà, première question, durant quelle période on va pouvoir les observer? Très bien, oui, alors effectivement, on pourra voir cette pluie d'étoiles filantes du 16 au 25 avril. Mais notez, en fait, le maximum d'étoiles sera en fait dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22. Et à cette occasion-là, bien, la Lune ne nous gênera pas puisque nous sommes un jour avant la nouvelle Lune. Donc, si effectivement, en plus de cela, nous bénéficions d'un beau ciel, donc sans pollution lumineuse, ça va vraiment être un spectacle extraordinaire. Tout à fait. Et combien donc va-t-on pouvoir voir de météores par heure? Oui, alors oui, j'ai oublié de préciser également que elles seront surtout visibles en seconde partie de nuit, donc à partir de minuit. Alors maintenant, combien d'étoiles peut-on voir par heure? Eh bien, en fait, on parle de 10 à 20 étoiles par heure. Alors, j'ai fait un petit calcul, ça veut dire que l'attente sera vraiment très écourtée, puisqu'on verra une étoile pratiquement entre 3 et 6 minutes chacune. Donc, un spectacle absolument à ne pas manquer. Oui, magnifique. Alors, où peut-on les voir dans le ciel? Alors, le Radiant se trouve à mi-chemin entre la Lyre et Hercule. Alors, si on veut un petit peu plus de précision, avec une carte Stellar-Vision, en fait, c'est facile de repérer. En fait, il faut repérer la constellation de la Lyre. Alors, la Lyre, on rappelle, ça ressemble à un petit quadrilatère. Et en fait, elle n'est pas très loin non plus de la constellation du Cygne. Ou encore celle du petit renard. Et en fait, la Lyre qui ressemble à un petit quadrilatère a un espèce de petit filet qui va en fait amener à une autre étoile que l'on connaît très bien, que d'ailleurs chacun de nous connaît très bien, puisque c'est la plus brillante de la constellation. Vous avez certainement reconnu en fait que l'on parle de Véga. Donc voilà, à partir de là, en fait, plus entre, comme on l'a dit, entre la Lyre et Hercule, là, ce sera le Radiant. Et à partir de là, il y aura donc l'explosion de ces étoiles filantes. Exactement. Magnifique spectacle dans le ciel quand on peut les observer. Le 26, c'est la conjonction d'Uranus avec le Soleil.
Ça veut donc dire que c'est la fin de la période pour observer Uranus, mais on pourra la retrouver dans un mois ou deux. Le 29, pour terminer, c'est le maximum de la luminosité de Vénus dans le ciel du soir. Alors, où se trouve Vénus dans le ciel en fin de mois? Eh bien, dans la constellation du Cocher, qui se situera donc sur l'horizon ouest-nord-ouest, en début de nuit évidemment. Alors c'est visible entre 21h et minuit 30 pour ceux qui sont situés sur Paris. C'est un peu compliqué avec le contexte dans lequel on vit à l'heure actuelle, mais on verra le 29 avril, il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Alors plutôt 21h30 à minuit 45 sur la façade ouest, et 20h45 à minuit maximum dans l'est de la France. Voilà, donc c'est une observation à réaliser à l'œil nu. Vénus sera en deuxième position de luminosité après la Lune, en termes de brillance, puisque Vénus aura une magnitude de moins 4,5, autant dire qu'elle sera de très loin la plus brillante du ciel. Donc ça sera légèrement plus lumineux que lors de l'élongation précédente que l'on a eue à la fin du mois de mars. Alors, aux instruments, seulement un quart de son disque sera visible, le reste étant plongé dans la nuit vénusienne. Mais on y trouvera notre avantage dans sa taille apparente qui sera alors presque 2 fois plus grand que lors de son élongation maximum du 24 mars. En un mois, elle va évoluer de 23 secondes d'arc à 38 secondes d'arc. D'accord. Donc voilà pour tous ces événements que l'on va pouvoir se mettre à observer au mois d'avril. Et nous allons passer maintenant à l'activité solaire du mois de mars. On peut donc rappeler l'activité du soleil du mois précédent. Voilà, donc on va commencer par poser le contexte. Avant toute chose, on a passé 34 jours sans tache solaire, donc depuis le début de février jusqu'au début du mois de mars, donc 34 jours sans rien. Le 7 mars, une nouvelle tache, AR 2758, va s'incruster donc dans un tableau qui était jusque-là immaculé, et qui va s'annoncer comme une revendication du cycle 25, qu'on attend avec impatience, qui est d'ailleurs en train de s'installer. Donc elle est proche du pôle sud du Soleil, et sa polarité magnétique, qui sert un peu de carte d'identité, indique qu'elle est différente des anciennes taches du cycle 24. Alors elle se désagrégera le 10 mars. Elle aura tout de même dégagé de fortes rafales radio qui rivaliseront presque fugacement avec un maximum solaire. Quoi qu'il en soit, l'activité du Soleil est en berne et les rayons cosmiques habituellement repoussés par le champ magnétique solaire entrent un peu plus facilement dans le système solaire. Leur bombardement sur l'atmosphère terrestre a effectivement augmenté de 12% en 3 ans. Alors, sans être nocifs, eh bien, ils sont sensiblement plus quantifiables pour les habitués des transports aériens, même si nous, sur Terre, on n'en ressent pas grand-chose. Cela dit, on pense qu'ils favoriseraient une plus grande formation des nuages dans l'atmosphère et réduirait de fait le flux de rayonnement solaire sur la surface terrestre. Alors, des indications, des informations à prendre avec relativité, évidemment, sachant que l'impact sur le Soleil reste l'impact du Soleil sur la Terre et son climat reste très faible. Or, depuis l'année 2015, le réchauffement climatique se fait sentir sous la forme de records de température annuels successifs. Problème, le dernier maximum solaire était en 2014, et ensuite il a décliné jusqu'à, entre guillemets, tomber en panne entre 2019 et 2020. Le constat est donc on ne peut plus clair, le Soleil n'est pas le responsable du changement climatique. D'accord, Mathieu. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Mathieu, sur ta chaîne L'Explorateur du Ciel, tu as fait le bilan de l'activité du Soleil de l'année 2019. Alors, je vous encourage à aller voir sur la chaîne Explorateur du Ciel pour ceux qui n'ont pas pu observer le Soleil en 2019 ou qui ont loupé quelques événements. Voilà, et puis en plus, alors j'ai sorti 2 autres vidéos sur le Soleil, le bilan de 2018 et puis les plus belles taches solaires de 2016 et 2017. Alors,
on en parlait tout à l'heure, on est dans un minimum d'activité aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les spectaculaires tâches qu'on a observées en 2016 et 2017. Et maintenant, nous allons passer à la visibilité des objets du ciel. Alors, nous allons commencer par la Lune. Le premier, on pourra observer son premier quartier à midi 21. Le 7 à 20h08, la Lune est au périgée. Le 8 à 4h34, c'est la pleine Lune. Le 15 à minuit 56, c'est le dernier quartier de la Lune qui pourra être observable. Le 20 à 21h01, la Lune est à l'apogée. Le 23 à 4h26, c'est la nouvelle Lune. Et enfin, le 30 à 22h37, c'est le premier quartier de la Lune qui sera visible. Pour ce qui est de Mercure, elle sera visible dans les lueurs de l'aube la moitié du mois, et l'autre moitié du mois, elle sera inobservable. Vénus pourra être observable toute la soirée jusque tard dans la nuit. Mars sera observable en seconde partie de nuit. La planète naine Cérès pourra être observable aux instruments dans les lueurs de l'aube du 1er au 15, et du 15 au 30, elle sera observable peu avant le lever du soleil. L'astéroïde Pallas sera observable aux instruments une grande partie de la nuit. L'astéroïde Junon, comme on en a parlé tout à l'heure, sera observable toute la nuit aux instruments. L'astéroïde Vesta sera observable aux instruments en première partie de nuit. La plus grosse planète Jupiter sera observable en seconde partie de nuit. Saturne, quant à elle, sera observable en seconde partie de nuit. Uranus sera observable en tout début de soirée et deviendra inobservable à partir du 15. Neptune sera inobservable au début du mois et deviendra observable en toute fin de nuit, en fin de mois. Et enfin, la planète naine Pluton sera observable aux instruments en fin de nuit, au début du mois, et un peu plus largement, donc en seconde partie de nuit, à la fin du mois. Nous allons pouvoir passer à la dernière partie de cette émission, et nous allons vous présenter donc une photo qu'a réalisée Mathieu. Donc je lui laisse la parole. Voilà, c'est ça. Donc il s'agit en fait d'une photo que j'aurais dû faire depuis longtemps. C'est, j'ai envie de dire, le b.a.-ba de l'astronome amateur que de photographier un lever de soleil. Je ne l'avais jamais fait, je l'ai fait ce matin même. Un très beau lever de soleil, le disque solaire était rougeoyant, c'est pour ça que j'en ai profité. Alors donc je vais vous montrer deux photos. Une photo que j'ai prise avec un petit compact, donc grand champ, de façon à voir le soleil et son environnement. Et une autre photo prise cette fois-ci avec un télescope donc de 150 mm d'ouverture, où cette fois-ci on voit le disque solaire à son lever toujours, et le spectacle, ce qui est intéressant de noter quand on observe un lever de soleil, déjà c'est sa luminosité qui est très 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 basse. Alors évidemment, quand on observe un lever de soleil, il s'agit de mettre un filtre solaire à l'ouverture de son télescope, ce que j'ai fait, et là on observe effectivement un disque qui est ultra sombre à l'oculaire, un disque qui est très rougeoyant également, et surtout, particularité intéressante, alors hormis que fait qu'elle est très très basse sur l'horizon, il y a donc des turbulences et des mouvements d'air qui rendent un peu flou l'observation, mais il y a également le fait que le disque solaire est de forme ovalisée. Donc voilà, des observations qui sont, j'ai envie de dire, presque bêtes, c'est voilà, des observations très intéressantes malgré tout, qu'il faut tenter, mais voilà, c'était ma première observation, et surtout mes premières photos. En plus c'est magnifique. Et pourquoi pas une prochaine fois. Oui, vas-y Pascal. Il n'y a absolument aucune observation bête. C'est ça, exactement. Puis peut-être une prochaine fois, je vais dire, un coucher de soleil, c'est aussi magnifique, avec les couleurs rouge-orangé. Alors, voilà que se termine cette émission. Alors,
pour le mois prochain, je vous informe que nous allons parler de, entre autres, alors que je retrouve ces informations, voilà, des comètes donc Atlas et Pan-STARRS qui seront au Périhélie, donc au mois de mai. Voilà, c'est ça. Donc, juste pour donner quelques informations, parce que là, la comète Atlas, c'est important. Elle est actuellement dans la constellation la Grande Ourse et elle a une activité absolument spectaculaire, en tout cas jusqu'à maintenant. C'est une comète qui a été découverte donc, à la toute fin de l'année dernière, on en reparlera au mois de mai, mais juste pour donner quelques détails, au moment de sa découverte, elle avait une magnitude de plus 17 et elle est actuellement à une magnitude de plus 8. Plus 7, plus 8, là je ne connais pas les toutes dernières informations, mais il y a quelques jours c'était ça. Alors j'ai eu l'occasion de l'observer au télescope, on l'a observé d'ailleurs tous les deux, et elle est effectivement tout à fait accessible avec un petit télescope. Voilà, même j'ai envie de dire peut-être une lunette, après il faut quand même avoir de bonnes conditions d'observation pour ça. Elle reste d'aspect très sombre, et elle est alors à l'heure actuelle, au moment où on vous parle, c'est-à-dire à la vingtaine du mois de mars, elle est dans les environs des galaxies M80 et M82, donc qui serviront de poteau indicateur, j'ai envie de dire, pour trouver la comète Atlas. Mais si elle devait continuer comme elle est partie, elle va sans doute éclater et devenir visible à l'œil nu en pleine nuit d'ici 2 semaines sans doute, donc c'est-à-dire début avril. Et peut-être qu'au mois de mai, on va en reparler, mais peut-être qu'elle pourrait même être observable à l'œil nu en pleine journée, ce qui serait pas vu depuis bien longtemps pour une comète. Donc c'est à surveiller parce qu'il y a beaucoup de choses de dites sur cette comète, on verra. Ça peut être une activité qui va encore monter en puissance, comme elle peut s'arrêter brutalement. On en reparlera au mois de mai. Voilà, plus d'informations au mois de mai. Mais en attendant, essayez de suivre les actualités sur cette comète. En tout cas, je suppose que vous connaissez le hashtag « Restez à la maison ». En ce moment, c'est les recommandations qu'ils nous ont faites. Alors, bien sûr, si on fait cette émission, c'est aussi pour que vous puissiez tout de même sortir dehors et observer ce magnifique ciel étoilé. Mais bien sûr, faites-le dans la mesure de votre possibilité, hein, surtout ceux qui ont un jardin. N'hésitez pas, c'est bien sûr plus difficile pour ceux qui sont en appartement. Et nous pensons à eux tout de même. Voilà, c'est possible, surtout en campagne, de rester à la maison, mais de sortir dehors pour observer le ciel, évidemment. Alors nous, on ne vous encourage pas à rester à la maison, mais plutôt à sortir auprès de chez vous, dans votre petit terrain, et d'observer, de lever les yeux au ciel. Voilà, comme diraient certains. Merci à tous de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et on vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Et en attendant, eh bien, bonnes observations à tous et à tous qui pouvaient le faire.